j'ai un starting event. Ouais, c'est ça. This might take up to 15 seconds. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire expert Mixity. On est ravi de vous accueillir pour cette session. On va attendre. Le chiffre augmente là. Voilà. On va attendre une minute ou deux pour laisser entrer tout le monde dans la salle, nous rejoindre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on attend et on commence d'ici 2 petites minutes pour vous parler d'IA, de diversité et d'inclusion, des sujets très, très en vogue actuellement et qui impliquent pas mal de questionnements de part et d'autre pour l'application et la réflexion et la transformation de nos organisations que ça peut impacter aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes. On attend encore une petite minute. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer ce webinaire expert. Donc, on est ravis de vous accueillir avec Mixity aujourd'hui sur un thème qui nous est cher, avec un intervenant qui nous est cher aussi, à qui on va donner la parole pour se présenter dans quelques minutes. Je suis pour ma part Sandrine Charpentier, CEO et cofondatrice de Mixity. On va parler aujourd'hui de la diversité et de l'inclusion et se demander si la diversité et l'inclusion vont résister à ce tsunami qui est l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir débattre, échanger, vous donner la parole aussi. Avec aujourd'hui à mes côtés Chloé qui va se présenter rapidement. Je suis Brand Content Manager chez Mixity et je vais modérer ce webinaire aujourd'hui. Enchantée de vous avoir sur ce webinaire. Et donc, je vais passer la parole à Cyril Chaudois qui va se présenter, qui est notre expert aujourd'hui et qui va nous donner de nombreux éclairages sur la diversité et l'inclusion appliquée à l'IA. Cyril, bienvenue à toi. Ouais. Merci Sandrine, merci Chloé. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Sandrine. Donc moi, je suis Cyril Chaudois. Je suis le cofondateur d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement au changement des différentes organisations que j'ai cofondé en 2012. Voilà, ça fait 25 ans autrement que j'accompagne les entreprises dans la compréhension de ce que la tech a comme impact sur la société et donc in fine sur les organisations, notamment les entreprises évidemment, par effet ricochet sur le travail et les modes de management entre autres. Donc ce cabinet s'appelle Talenco et à côté de ça, j'ai également pas mal je donne beaucoup de conférences sur le sujet de la transformation digitale et de l'IA en particulier, et c'est ce qui m'a conduit à créer un podcast il y a un peu plus de 2 ans maintenant qui s'appelle Trench Tech, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, et qui traite précisément des impacts de la tech sur les enjeux de société, avec tous les 15 jours un ou une invitée qui sont soit des chercheurs en laboratoire, des politiques, des philosophes, des sociologues, des psys, etc., pour pouvoir interroger toutes ces questions. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à me retrouver sur LinkedIn. Je parle quasiment quotidiennement de ces sujets et j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus, puisque avec Trench Tech, on a accueilli pas mal de femmes qui parlent du sujet de la place de la femme dans la tech, précisément. On a même notre tout premier épisode, on y tenait, c'était avec Delphine Rémy-Boutan, donc pour parler de ce sujet-là. Et puis entre-temps, on a accueilli bien d'autres femmes. C'est assez rare de les voir dans l'univers de la tech, donc nous, on met un point d'honneur à les trouver déjà, et puis après à les accueillir. Voilà, donc pour les présentations.
Merci Cyril, on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui. Et c'est vrai que l'objectif de ce webinaire, c'est de parler sans langue de bois sur comment l'IA va aussi révolutionner nos métiers dans la diversité et l'inclusion. Est-ce que l'IA va nous permettre aussi d'accélérer l'inclusion dans les organisations? Comment on va aussi gérer la question des biais? Et est-ce que l'IA va nous permettre aussi de déjouer les biais, parce que les biais sont liés au fonctionnement du cerveau humain. Et si on passe à la machine, est-ce qu'on va réussir enfin à venir à bout de ces biais, ou au contraire, est-ce que ça va aussi poser des questions qu'on évoque aussi beaucoup aujourd'hui sur la transparence des données, quels jeux de données permettent de concevoir les outils qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement dans les entreprises, hein. On parle du tsunami que représente ChatGPT et autres outils d'IA générative. Et puis, tous ces grands questionnements aussi plus sociétaux avec les acteurs qui font l'IA aujourd'hui et qui sont pour beaucoup des gros acteurs des GAFAM particulièrement situés dans la Silicon Valley. Et est-ce que évidemment, les modèles d'IA qu'on conçoit vont profiter à toute l'humanité? Et c'est la question qu'on va aussi aborder, sachant qu'on a aujourd'hui encore plutôt des personnes qui sont peu diverses, qui conçoivent ces jeux de données, ces algorithmes et ces nouveaux outils qui vont révolutionner nos quotidiens. Donc, est-ce que ça va nous apporter des bénéfices, des opportunités? On va aussi aborder des questions très concrètes sur les outils qui permettent aujourd'hui d'adresser ces enjeux de recrutement inclusif via l'IA ou de management inclusif via l'IA. Comment aussi on peut aborder les questions de marketing et de communication avec l'IA pour être davantage inclusif quand on conçoit des nouvelles offres, des nouvelles solutions. Et puis, évidemment, on abordera aussi des phénomènes plus de conduite du changement et de transformation dans nos organisations avec toutes les questions que ça pose. Alors, moi, je prends juste un petit temps pour vous prévenir que je vais lancer des sondages tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à y répondre. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on essayera d'y répondre. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci Chloé. Quelques mots sur Mixity pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc Mixity, notre mission est de mesurer, de piloter et de développer les engagements diversité et inclusion. Donc pour ça, on conçoit des solutions tech qui intègrent des aspects d'algorithmes et d'analyse automatisée des évaluations et des recommandations qu'on peut produire pour les organisations, pour les aider à se développer. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi nous-mêmes réfléchir à quelle éthique et quelle stratégie on adopte pour mettre davantage d'IA dans nos solutions et davantage d'intelligence pour produire des recommandations qui vont être encore plus sur mesure et encore plus fines pour bien analyser les enjeux des entreprises qu'on accompagne, des organisations qu'on accompagne. Donc on accompagne aujourd'hui plus de 150 entreprises dans différents secteurs, différentes régions et de différentes tailles avec nos solutions qui permettent de réaliser des audits mais surtout de se mettre à l'action en proposant des recommandations et des accompagnements sur mesure pour construire et faire grandir l'empreinte diversité et inclusion des organisations. On a aussi un certain nombre d'accompagnements, de conseils et de formations. Et la question des biais est très, très présente dans ces réflexions autour de l'amélioration des environnements de travail inclusifs, puisqu'on sait que de façon générale, il y a les politiques RH qui représentent une grosse possibilité d'améliorer les environnements de travail et de les rendre plus inclusifs, mais l'essentiel de l'enjeu autour de l'inclusion, c'est les comportements humains, et les comportements humains sont très liés aux biais qui engendrent des stéréotypes, des préjugés qui font que potentiellement on peut amener des comportements discriminants. Alors, si on parle d'IA,
on sait que l'IA aujourd'hui n'est pas forcément aussi inclusif qu'on le souhaiterait, même si il y a de plus en plus de vigilance et de plus en plus d'attentes des utilisateurs, des citoyens sur le fait d'avoir une IA qui soit inclusive pour tous et pour toutes. Aujourd'hui, le constat, c'est que 88% des algorithmes sont créés par des hommes qui sont aussi avec des profils assez standardisés, des parcours scolaires standardisés. Et donc, ça pose des questions. Et d'ailleurs, je profite de ce webinaire pour saluer l'initiative du Laboratoire de l'égalité qui a construit récemment et diffusé un guide pour une IA inclusive, un guide auquel on a avec Mixity contribué pour réfléchir aussi sur des solutions et des évolutions qui vont permettre de s'assurer d'aller davantage vers plus de diversité dans la conception des algorithmes et puis plus de vigilance pour éviter des biais dans la conception des IA et des algorithmes à venir. Je vais laisser la parole sur ces bons mots à Cyril, qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur les biais et ce que ça a impacté avec un exemple que vous connaissez sûrement, qui est celui de Google Gemini. Oui, merci Sandrine pour cette introduction. Alors, il y a la question centrale qui est le titre de votre webinaire est extrêmement, je dirais, légitime, hyper intéressante et à la fois extrêmement vaste par les différents, les différents angles par lesquels on peut la traiter. Et je ne prétendrai pas, en tout cas, avoir une réponse ferme et définitive à la question est-ce que l'IA va nous permettre ou non de résoudre les problématiques d'inclusion et de diversité. Parce que pour le moment, c'est un petit peu les deux, mon capitaine. Il y a un petit peu des deux. Donc on va avoir le temps de développer le propos pendant le webinaire. Si on s'arrête juste 2 secondes sur cette notion de biais, qui est quand même fondatrice, je dirais, parce que c'est probablement celle que tout le monde connaît plus ou moins, ou en tout cas tout le monde en a entendu parler de ces derniers mois, parce que c'est ce qui revient systématiquement sur la table quand on parle des problématiques des IA, au-delà du fait que certaines IA génératives peuvent halluciner. Chacun sait désormais qu'elles sont entraînées sur une très très grande masse de données, ce que l'on appelle les datasets pour faire hyper simple. Et là, c'est important de s'arrêter 2 secondes. L'exemple de Gemini que vous montrez là, moi j'ai mis un autre exemple où quand Gemini a été reparamétré, on appelle ça fine-tuné, certaines personnes sont allées l'interroger directement parce que chacun cherche à challenger un petit peu la performance de ces IA génératives, et en lui demandant de générer des images de soldats de la Seconde Guerre mondiale, dit autrement des Waffen-SS, quoi, elle a sorti des soldats nazis qui étaient de couleur, qui avaient des ethnies différentes, voilà, au prétexte, entre guillemets, d'avoir été fine-tuné pour être plus représentatif de la diversité, etc. Bon. On voit bien à quel point c'est compliqué. Donc si je dois résumer schématiquement à quoi on fait face. D'une part, on a les fameux modèles de fondation, donc c'est ChatGPT pour OpenAI, c'est Claude pour Anthropic, c'est Gemini pour Google, etc., etc., qui sont des modèles, qui sont grosso modo des machines, des algorithmes qui ont été conçus par des êtres humains, et tu l'as rappelé, la plupart du temps, on retrouve essentiellement, du côté des concepteurs et des développeurs, plutôt des hommes. Alors, pourquoi on retrouve plutôt des hommes? Simplement parce que il y a très peu de femmes dans la tech. Alors, il faudrait développer le sujet abondamment pour expliquer pourquoi on trouve aussi peu de femmes dans la tech, dans la science et dans les sciences en général, parce que ça commence dès la petite école, et qu'il y a un biais là déjà, de fait, un biais cognitif. En gros, notre société laisse entendre ou fait penser aux femmes que ces métiers-là ne sont pas faits pour elles, et donc elles ne s'orientent pas vers ces études-là, et de fait, on en trouve moins dans les sciences et dans la tech. Je le disais tout à l'heure, nous, on en a reçu pas mal dans Trench Tech, et il s'avère que parmi les super pointures de l'intelligence artificielle qui ont commencé à émerger il y a
30, 40 ans, eh bien, on avait essentiellement des femmes. On a reçu notamment Françoise Soulier-Feugelman, qui est la dame qui a aidé Yann Lequin, dont tout le monde parle aujourd'hui, hein, puisque c'est le patron de l'IA chez Meta. Meta, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. C'est elle qui l'a accompagné et qui l'a suivi sur sa thèse, le fameux Yann Lequin. Donc c'est dire si des femmes il y en a, mais comme toujours, elles sont invisibilisées. Bon, et aujourd'hui, on se retrouve avec très très peu de femmes dans l'IA. Je veux bien réagir, effectivement. Et oui, tu as raison de souligner que les femmes sont invisibles, et il y en a. Et d'ailleurs, on a eu, je ne sais pas si vous aviez suivi la polémique au retour de Sam Altman, qui est le PDG de ChatGPT, qui avait été aussi bousculé sur le fait que son board de son conseil d'administration était composé uniquement d'hommes blancs. Et à son retour, quand il est revenu à la tête de ChatGPT, il s'est engagé très fortement avec une priorité stratégique forte sur la diversité et l'inclusion, sur le fait de diversifier son board, ce qu'il a fait depuis, avec des femmes qui ont rejoint et différentes personnalités avec des parcours divers qui ont rejoint le board. Ça a été déjà l'exemplarité qui a été montrée d'abord, et puis également une volonté très forte de recruter des développeurs, des développeuses, des experts et des expertes pour nourrir les modèles et construire et développer la suite de l'histoire, en s'assurant que on a aussi davantage de diversité dans les équipes qui conçoivent toutes ces nouvelles solutions qui vont encore une fois devoir s'adresser au plus grand nombre et devoir prendre en compte les spécificités de chacun et de chacune de nous, quel que soit le lieu où on est situé au niveau, sur la planète. Donc, il y a un gros enjeu. Et Sam Altman a pris ce point. Bon, après, on a aussi l'exemple d'Elon Musk qui lui veut éradiquer la diversité et l'inclusion, et la question qui tourne autour de ce sujet de diversité. C'est un autre point. Mais c'est un autre personnage aussi, Elon Musk. Je voulais juste rappeler qu'il y a une étude récente aux États-Unis qui a été menée, pardon, et qui montre qu'il y a seulement 35% de femmes qui utilisent l'intelligence artificielle. On est plutôt du côté utilisateur, hein, et 48% d'hommes qui utilisent l'IA. Alors, c'est-à-dire qu'en amont, on a plus d'hommes dans la tech parce qu'ils ont suivi ces filières-là, et donc on a moins de femmes qui conçoivent ces algorithmes et ces machines. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, en gros, du côté des utilisateurs, on a aussi plus d'hommes qui les utilisent que de femmes. Et d'ailleurs, l'étude montre, enfin une autre étude montre également que il y a beaucoup moins de femmes qui sont formées à l'heure actuelle à l'IA, alors que les hommes sont beaucoup plus nombreux. Bon, donc si j'en reviens à mon schéma de la conception, donc, déjà on a des hommes qui sont aux manettes pour développer, et tu l'as rappelé, la plupart du temps, notamment aux États-Unis, sont plutôt des hommes blancs, voilà, plutôt WASP, même s'il y a de plus en plus de diversité, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal d'étrangers qui viennent faire leurs études dans la Silicon Valley. Il y a pas mal de Chinois, il y a pas mal d'Indiens, etc. Bon. Donc ça, c'est pour les concepteurs. Et ils fabriquent, si vous voulez, l'algorithme, et ensuite ils vont l'entraîner, ils vont le fine-tuner. Je reviendrai sur ce fine-tuning, c'est très important. Les datasets, maintenant. Les datas elles-mêmes sont biaisées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les datas que l'on va collecter pour entraîner l'intelligence artificielle, ce sont des contenus que l'on a nous-mêmes, êtres humains, produits. Or, qu'il s'agisse à l'échelle d'une entreprise ou qu'il s'agisse à l'échelle de l'ensemble de la société, tout ce qui est produit, tout ce qui a été produit est le reflet finalement de notre société, et dès lors que notre société comporte en soi des biais, des stéréotypes, alors on les retrouve dans ces datas, et les machines que l'on entraîne sur ces datas, de fait, elles embarquent avec elles les mêmes biais. Ça, c'est très simple à comprendre, et on retrouve donc tout un tas de cas d'usage très simples à mener quand vous demandez à une IA générative comme Midjourney de créer un profil de CEO, donc de patron d'entreprise, quand bien même CEO, Chief Executive Officer, n'est pas genré en soi. Vous retrouvez avec la photo que vous voyez en bas à gauche que des hommes, et si vous lui demandez a nurse, donc qui n'est pas genré non plus en anglais, vous retrouvez qu'avec des femmes. Moi-même, j'ai fait l'exercice, je lui ai demandé avec un prompt non genré, crée-moi la photo du profil idéal
pour un poste à la direction des ressources humaines. Vous voyez que c'est absolument pas genré. Là, je l'ai fait avec DALL-E, donc c'est la version image de OpenAI qui fait ChatGPT, et il vous fournit en général 4 vignettes. Sur les 4 vignettes, j'avais 3 hommes et une femme. Bon, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Donc ces datasets sont biaisés, on l'a dit, et le fine-tuning, j'en reviens à ce paramétrage, c'est comme si vous aviez une table de mixage devant vous avec plein de petits boutons, et vous allez fine-tuner les paramètres, donc il y en a des milliards, vous le savez, sur les large language models, les fameux LLM comme ChatGPT. Et donc c'est comme ça qu'à force de fine-tuner, on essaie de lui dire, bien, sois un petit peu moins stéréotypé. Et c'est là qu'on obtient ce que Gemini a sorti avec les Waffen SS, ou en tout cas avec les Vikings qu'on voyait tout à l'heure, qui étaient plutôt noirs. Donc des incohérences. Voilà. Alors, les biais, vous le savez, c'est emprunté à la rhétorique des statistiques, les biais statistiques. Et il y a un autre mot de ce vocabulaire statistique qui s'appelle le bruit. Et étonnamment, on en parle moins. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Olivier Sibony. Olivier Sibony, il est professeur de stratégie à HEC, et il a coécrit un livre qui s'appelle Noise. Il l'a coécrit avec, entre autres, Daniel Kahneman, qui avait reçu le prix Nobel d'économie en ce qui concerne les biais cognitifs, et avec, alors j'ai oublié son prénom, mais Sushtin, je crois que ça se prononce comme ça, qui est spécialisé dans le droit et qui lui a théorisé le nudge. Le nudge, on l'utilise beaucoup en marketing, c'est le petit coup de pouce, c'est-à-dire petit coup de pouce pour inciter les gens à faire quelque chose sans leur en donner l'ordre et sans les tenir par la main pour le faire. Bon. Ils ont coécrit ce livre qui s'appelle Bruit, Noise. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, Olivier Sibony? Il nous dit que sur une décision importante, il y a beaucoup de juges dans certains États aux États-Unis qui utilisent l'intelligence artificielle pour formuler leurs décisions, notamment concernant les cas de récidive. Est-ce que cette personne est plus susceptible qu'une autre de récidiver? Est-ce que je la libère ou est-ce que je la libère pas? Et puis les chirurgiens aussi, on le sait, utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'humain est biaisé et les datasets d'une IA sont biaisés, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, l'humain est bruité parce que à 6 mois d'intervalle, le juge ne va pas rendre tout à fait le même jugement sur le même cas, parce qu'il aura moins bien dormi, parce que son équipe de foot aura perdu la veille au soir, etc. Il sera bruité, et donc il risque, parfois juste à la marge, de ne pas rendre exactement le même jugement. Alors que l'IA, elle, n'est pas bruitée. Elle est totalement froide, totalement clinique, elle rendra toujours le même jugement. Et donc ça appelle à une réflexion qui est de savoir si, en dernier recours, est-ce que c'est l'humain qui doit forcément prendre la décision, ou est-ce que c'est finalement la machine à qui on devrait laisser le soin de prendre la décision, sachant qu'elle ne comporte pas de bruit? Et là, on part dans des questions philosophiques très irritantes pour le moment. Personne n'a envie de laisser 100% de la décision à la machine. Mais en l'espèce, voilà, donc je vois que Chloé a mis cette photo-là du PowerPoint. C'est pour illustrer aussi que même si on débiaise à mort les datasets qui entraînent nos machines, on peut compter sur l'intelligence, ce coup-ci assez artisanale de l'être humain pour entretenir ces biais. Parce que vous avez peut-être vu passer cette information après Miss France, Miss Univers, etc. Il y a un concours qui s'appelle Miss IA, et donc le but c'est de créer la Miss IA la plus bimbo possible, en quelque sorte, quand on voit les photos. Alors pour aujourd'hui, c'est le reflet effectivement de ces biais statistiques, mais on voit bien à quel point la représentation de la femme est complètement biaisée, dénaturée, je dirais, et sexualisée à mort, avec toutes les conséquences que l'on sait déjà sur l'impact que ça a sur nos enfants quand ils sont exposés à des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'IA, enfin la Miss IA qu'on voit avec les cheveux roses en bas, et je crois celle de gauche aussi, ont des profils d'influenceuses sur Instagram et sur les réseaux sociaux et sont suivis par énormément de personnes. Derrière, ce sont des hommes qui ont généré ces avatars et qui entretiennent le buzz, et donc on a une nouvelle espèce d'influenceuses qui sont des avatars hyper sexualisés créés par des hommes. Merci Cyril. Est-ce que tu veux nous faire un point aussi sur l'exemple de Coca-Cola? Oui, alors je voudrais pas manger trop de temps sur ces notions de biais et d'hallucination. Celle-ci, c'est simplement que on a croisé ce 4x3 là que vous voyez au centre avec le rond jaune d'une pub pour Coca-Cola ces dernières semaines. Donc la petite histoire est très simple. Coca est partenaire des JO comme à chaque fois. Là, ils étaient partenaires aussi de Porteurs de Flammes, et pour faire une campagne de proximité, ils ont décliné une campagne en 16 visuels clés répartis dans les différentes régions de France. Et ces visuels mettaient à l'honneur
un athlète ou une athlète, pas forcément handicapé, mais un ou une athlète de la région. Bon, et il se trouve qu'en croisant cette affiche, l'un de mes copains a détecté que ça avait été généré par une IA parce qu'elle a halluciné. Et ce que vous voyez dans le rond, c'est que l'athlète porte une flamme, mais elle a 6 doigts. Donc une hallucination assez classique des IA génératives. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille. Derrière, je suis allé sur le site web pour voir, pour enquêter un petit peu. J'ai retrouvé le visuel. Bon, là, ils avaient légèrement décalé le logo pour cacher l'hallucination. Alors, on peut déjà s'émouvoir de se dire, tiens, il y a une direction de la communication ou une agence qui a laissé coller ces affiches 4x3 dans le métro avec 6 doigts. Bon, mais c'est pas tellement ça, moi, qui m'a intrigué, c'est que je me suis dit, tiens, ils ont les photos de ces personnes qu'ils ont représentées ensuite à base d'IA générative sur leurs affiches, puisqu'on la voit en photo à gauche, exactement sur le même site. Pourquoi ils ont utilisé de l'IA générative alors qu'on les avait en photo? Donc c'était plutôt ça, moi, mon driver. Mais là, force est de constater aussi que en matière d'inclusion, si on veut vraiment jouer la carte de l'inclusion et montrer que les Jeux paralympiques sont au moins aussi importants que les Jeux olympiques entre guillemets classiques, pourquoi représenter ces personnes avec une IA générative et un rendu qui fait très dessin finalement, plutôt que de les valoriser avec de la vraie photo, avec du vrai film, etc. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur la campagne Coca, qui est un petit peu plus anecdotique que le reste. Merci à toi, bonne introduction. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On sait que l'IA, c'est aussi pour une grosse partie des dirigeants d'entreprise, 65%, si on prend une étude récente, que les dirigeants estiment que l'IA est une opportunité pour améliorer l'efficacité opérationnelle et générer des performances supplémentaires pour l'entreprise, pour l'efficacité des équipes. Et donc, on s'est posé la question de comment l'IA aussi commençait à s'appliquer dans nos métiers pour améliorer la diversité et l'inclusion, notamment dans le recrutement. On parlera ensuite du management. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que l'IA va permettre petit à petit d'avoir des outils qui vont, comme tu l'expliquais très bien, éviter un maximum de tomber dans des biais qui peuvent être discriminants et qui vont permettre aussi de gagner en efficacité pour s'assurer que quand on va sélectionner des candidats, des candidates, quand on va faire des process dans le temps d'entretien, on va pouvoir donner des chances équilibrées en tout cas et équitables à tous et à toutes dans les parcours de recrutement. Donc nous, avec Mixity, on accompagne différentes entreprises qui aujourd'hui se posent des questions et nous sollicitent pour travailler sur l'amélioration de leur process de recrutement et d'identifier les outils qui vont pouvoir les aider sur ces volets. Il y a des expérimentations qui sont en cours, des expérimentations sur lesquelles on n'a pas toujours le recul nécessaire, parce qu'encore une fois, comme tu le disais très bien, Cyril, la question se pose sur les jeux de données qui permettent de créer ces outils, et puis également finalement la collaboration humain-machine, puisque même si on utilise des outils qui vont aider dans nos process, il y a la question du paramétrage, la question de qu'est-ce qu'on définit comme critères qui vont nous permettre, par exemple, de faire du screening de CV, de sélectionner des candidatures qui arrivent en masse dans des systèmes type ATS, et de se dire voilà, quels sont les critères que moi je vais poser en entrée pour que la machine puisse faire des analyses, et il peut toujours rester des biais qui sont définis dans le paramétrage. Par exemple, si on se dit qu'on va sélectionner telle école et pas forcément d'autres. Et donc, on arrive aussi à avoir des pipes de candidats et de candidates en sortie de ces outils qui peuvent aussi créer des discriminations et des biais. Donc là, c'est des choses qu'on accompagne aussi en vigilance auprès des entreprises qui se questionnent sur ces sujets. Donc, on a quelques références avec, par exemple, Bain & Company, qui a déployé depuis quelque temps déjà un outil interne de screening de CV avec l'IA qui permet d'éviter justement au maximum d'avoir un biais dans l'analyse au départ des candidatures, des CV, et de
d'avoir en sortie pour les phases d'entretien des profils les plus diversifiés possibles. SAP a aussi mis en place un outil qui permet de standardiser les entretiens avec les candidats et les candidates aux différentes phases, puisqu'on sait que c'est là, enfin même si on met des systèmes d'anonymisation de CV, des systèmes de screening de CV, etc., et qui permettent dans un premier temps d'éviter des biais à partir du moment où on a aussi ouvert un maximum les critères de sélection. Au moment des entretiens, les biais peuvent revenir. Donc, on peut avoir mis en place tous les outils d'anonymisation de CV, etc. avant. Les phases d'entretien sont déterminantes. Et pour que ces phases d'entretien se passent de la façon la plus égalitaire possible et la plus équitable possible, l'objectif, c'est d'avoir des outils aussi qui permettent de standardiser les entretiens avec des grilles, des critères d'évaluation qui sont définis et qui sont les mêmes selon les candidats qu'on va recruter pour un poste donné. Et puis aussi un outil d'aide à l'analyse des entretiens pour justement se baser sur des critères objectifs et avoir une approche très fine par rapport aux compétences recherchées, par rapport aux postures recherchées, qu'est-ce qu'on va évaluer. Et dans ces étapes d'entretien, de cas pratiques, etc., il est important d'avoir des outils justement qui vont permettre. Alors, l'IA ici offre un potentiel très fort, mais de toute façon, de façon générale, d'avoir des outils, des grilles et des éléments très précis pour évaluer les compétences et pour évaluer les candidats et les candidates, c'est déterminant et c'est essentiel. Donc là, c'est un vrai bénéfice que l'IA peut offrir avec des solutions qui permettent vraiment de servir un peu d'analyse précise pour éviter les biais. Il y a une solution aussi qui s'appelle GoJob Aglaé, qui est un assistant virtuel qui est vraiment dédié au recrutement et qui permet aussi d'analyser en entrée. Alors, c'est un mix, on va dire, entre ce que fait Bain et SAP avec ses différents outils. Ça permet vraiment d'avoir un outil qui permet d'analyser assez finement les compétences et de faire des entretiens à partir d'un élément notamment de chatbot qui va permettre au moment de la sélection des candidats de rentrer en conversation avec les candidats et d'évaluer déjà un certain nombre de compétences avec ces candidats, avec une solution d'IA qui va permettre de scorer des compétences ou des attendus par rapport à des candidats et à des candidates qui rentrent dans un process d'évaluation. Donc, c'est un outil aussi intéressant et qui rentre dans une approche conversationnelle qui est assez poussée et qui permet vraiment d'avoir des éléments d'analyse assez fines avec la data qui est collectée et analysée pour scorer les profils des candidats et des candidates. Et puis, il y a un autre outil aussi qui est très utile quand on rédige des annonces d'emploi, des annonces pour des recrutements, où on sait qu'aussi dans les annonces d'emploi, il y a des biais importants qui font qu'on se coupe de certains candidats et candidates parce que soit les annonces sont rédigées de façon non inclusive, soit elles peuvent comporter des stéréotypes de genre, par exemple. Et là, il y a beaucoup à faire aussi dans la phase de rédaction des annonces inclusives. Et donc, il y a un outil qui peut vous aider aussi, qui est assez avancé sur ces questions-là et qui utilise une IA assez poussée pour, à partir de votre annonce d'emploi, retravailler vos contenus pour les rendre plus inclusifs et vous proposer des ajustements adaptés. Donc ça peut être aussi des outils qui demain vont être aussi des références, mais évidemment vigilance. Le fait de repasser, d'avoir finalement cette dernière étape, d'éviter le bruit, comme tu le dis, Cyril, et d'avoir une analyse humaine à la fin de cette adaptation par l'IA et de reprendre le temps d'intégrer cette notion de diversité et d'inclusion dans la relecture finale des annonces, c'est aussi déterminant. Et voilà, l'IA ne fait pas tout. Nous, on est convaincus que le mixte humain, expertise
des professionnels RH et des outils permet d'être vraiment dans une approche d'efficacité. Alors, il y a une question intéressante dans le chat qui dit qu'en fait, l'IA elle-même peut être biaisée, mais comment s'assurer que les outils ne soient pas biaisés à leur tour? Parce que si c'est l'humain qui définit ces critères, est-ce qu'il y a des biais inconscients qui peuvent être intégrés? Donc, c'est une question qui a été posée en privé. Donc, Oui, bah, évidemment, c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, et par la programmation et donc le paramétrage des critères, et par les jeux de données qui ont été sur lesquels l'IA s'est appuyée pour s'entraîner, les deux peuvent être biaisés. C'est d'ailleurs pour cela, en réalité, qu'il y a besoin de normes, il y a besoin de standards, il y a besoin de réglementation. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a désormais ce qui s'appelle l'AI Act, qui vient définir un certain nombre, enfin un cadre, qui vient définir un certain nombre de règles auxquelles les faiseurs d'IA doivent se conformer pour pouvoir mettre sur notre marché ces outils d'IA. Et parmi ces règles, alors pour faire très simple, parce que l'AI Act, on pourrait en parler là aussi des heures, l'AI Act a décrété qu'il y avait trois types de risques: les risques inacceptables avec l'IA, hein, avec les outils d'IA, les risques inacceptables, les risques élevés et les risques limités. Et en fonction de cette nomenclature, il y a comment dire, un cadre qui est plus ou moins ferme vis-à-vis de la légalisation, de la mise sur le marché de ces outils, donc en Europe et donc in fine en France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les systèmes d'IA qui sont utilisés pour sélectionner les candidats à l'emploi doivent montrer patte blanche en matière de discrimination, en tout cas doivent faire la preuve qu'il n'y a aucune discrimination à l'égard d'un groupe, ou que le processus de prise de décision est totalement transparent et compréhensible. C'est-à-dire, on doit être capable d'ouvrir le capot, d'aller voir comment c'est fait, comment ça a été entraîné, pour s'assurer justement que ces critères sont cohérents avec une logique d'inclusivité, d'inclusion, en tout cas de non-discrimination. Et sauf erreur de ma part, je crois que, en tout cas en France, il y a 24 critères de non-discrimination à l'embauche. Donc 26. 26. Bon, donc c'est relativement simple finalement. Quand on a des critères qui sont extrêmement bien déterminés, 26 en l'espèce, c'est ce qu'on appelle de la donnée structurée, c'est assez facile de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir de façon algorithmique programmer une machine qui va recevoir énormément de masse de CV, ou aller les chercher elles-mêmes sur le web, hein, parce qu'il existe des applications qui permettent ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles vont aller sur les sites d'emploi, sur les réseaux sociaux, chercher d'elles-mêmes les profils les plus adaptés. Et donc, voilà, on a tous les ingrédients d'une automatisation par la machine, par l'outil informatique. On a des critères qui sont extrêmement clairs et connus. On a une masse de données qu'on peut aller screener, que ce soit des CV que l'on reçoit en PDF ou qu'on aille les chercher sur le web, et les passer au tamis, en quelque sorte, de ces critères. Donc évidemment, l'IA est particulièrement développée dans le domaine des RH et du recrutement, et c'est pas nouveau. Dès 2014, Amazon avait développé une IA pour screener des CV. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a plus de 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte en 2015 qu'elle sortait, c'était pour des postes de développeurs, hein, qu'on s'entend, donc on en revient à cette logique de postes dans le numérique, dans l'informatique, qui sont déjà très masculins. Et ben, elle sortait que des CV d'hommes blancs. Bon, pas parce que les concepteurs de cette IA avaient décrété, l'avaient programmé pour qu'elle ne sorte que des CV d'hommes blancs, mais parce que les datasets, les jeux de données sur lesquels elle avait été entraînée, étaient représentatifs des développeurs à l'heure actuelle, enfin à cette époque-là, chez Amazon, et il s'avère qu'il n'y avait que des hommes blancs. Bon. Donc pour répondre à la question que tu as reçue en privé, Chloé, oui, de base, je serais tenté de dire, tout peut être biaisé, l'algorithme en tant que tel, comme les jeux de données, et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné que ces IA puissent être dans une logique de transparence, qu'on puisse aller auditer d'une certaine manière, peut-être même qu'elles soient un jour labellisées d'une certaine manière. En tout cas, si elles sont autorisées sur le marché européen, c'est un peu comme la norme CE d'une certaine façon quand on achète des lunettes de soleil, on va vers un cadre qui va nous protéger en tant que citoyens et en tant que travailleurs également probablement à l'avenir. Et aussi sur le sujet, il y a David qui souligne que les biais, ils sont aussi liés à la culture et aux langues. Oui, Donc, est-ce oui. que ces outils qui sont en anglais, il y a peu de solutions, il semble y avoir peu de solutions en France.
Donc, quelle est la maturité sur ces solutions sur le sujet? Oui, c'est hyper intéressant la question de David. Je l'ai vu également passer dans le chat. C'est hyper important de rappeler que les biais culturels, ils diffèrent d'une région du globe à une autre. C'est bien normal parce que c'est ce qui fait justement la singularité de chacune de nos cultures. Et bien heureusement, et j'espère que j'aurai le temps de développer je dirais le revers de la médaille, à cette volonté aussi de normaliser de sorte à ne pas commettre d'infraction, je dirais, de discrimination. Mais il y a un revers à la médaille, c'est une forme de standardisation de la pensée. Et cette standardisation de la pensée, pour moi, a deux risques. Le premier, c'est que, au final, à tout standardiser, on risque de tout aseptiser et de détruire aussi une forme d'intuition et une forme de singularité humaine dans nos choix, quand bien même on est bien d'accord, elle ne doit pas être drivée par des critères discriminants. Et le deuxième risque à cette standardisation finalement de la pensée, c'est que à la fin, j'ai perdu mon deuxième risque à développer le premier. Il va me revenir. Mais donc pour répondre à David, euh, ces biais culturels, oui, les IA tels qu'on les pratique aujourd'hui, notamment les grands publics, hein, ChatGPT, Claude, Gemini, etc., et les petits outils dont on parle qui sont très spécialisés, ont une vision très américano-centrée parce que nos copains, c'est plutôt les startups d'outre-Atlantique plutôt que les boîtes chinoises. Mais que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Asie, il y a des biais culturels qui sont extrêmement forts, liés à leur propre culture, qui vient se télescoper avec notre culture européenne. Et c'est en cela que ça devient difficile d'imaginer des outils qui puissent être standardisés et universels à l'échelle de la planète, parce que forcément, les IA développées par des Américains avec leur vision très américano-centrée, où potentiellement les critères d'inclusion sont pas tout à fait les mêmes, pas vécus de la même manière, eh bien ne passeraient pas les fourches codines de l'Europe ou de la France. Et inversement, nous, si on développe des IA pour le recrutement, il y a sûrement un certain nombre de freins que l'on va se mettre, et peut-être certaines choses qui passeraient à travers les mailles du filet et qui ne passeraient pas peut-être en Chine ou aux États-Unis. Donc, il va y avoir, et il y a déjà des IA qui sont développées par les Français. Rappelons simplement qu'il y a la plupart des têtes pensantes de l'intelligence artificielle au monde viennent de France, d'une part, et d'autre part, il y a de plus en plus de Français qui sont dans ces fameuses startups qui développent des IA à travers le monde, qui finissent par les quitter et développer leurs propres IA et leurs propres outils made in France, je dirais. Notamment, on peut penser à Le Chat de Mistral, qui a un LLM qui n'est pas spécialisé sur le recrutement, mais qui fait un petit peu moins cas de biais culturels américano-centrés. Donc oui, alors là tout de suite, je n'ai pas d'exemple à vous donner spécifiquement sur le tri de CV, mais il y en a forcément où ça va pas tarder, ça c'est sûr. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, finalement, sur ces outils, l'important, c'est in fine d'avoir une personne qui repasse sur ces contenus pour adapter justement à nos spécificités. Parce qu'effectivement, on peut avoir des rédactions d'annonces avec des outils qui nous aident à débiaiser et à apporter davantage d'inclusion dans la façon dont on conçoit les offres d'emploi. Mais il reste important, en attendant d'avoir un PyMetrics européen, de reprendre ces contenus qui sont une aide et de les remettre à la culture déjà de l'entreprise et à la culture plutôt européenne, voire française sur ces volets. Et grâce à toi, Sandrine, j'ai retrouvé mon deuxième risque, je fais hyper court, mais le deuxième risque auquel je pense à avoir une vision qui est extrêmement standardisée, c'est le fait de se reposer en quelque sorte sur la machine pour que ce soit elle qui soit la garante d'un recrutement très inclusif. Et à terme, si tout le monde se repose uniquement sur un algorithme ou sur une IA pour gérer ces critères-là, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça ne fait pas avancer la société. C'est-à-dire qu'on se déresponsabilise de cette lecture-là et de ces choix-là et de cette responsabilité en la reportant sur la machine parce qu'elle est censée être programmée pour le faire. Et nous, pendant ce temps, on ne raisonne pas davantage de façon plus inclusive. Donc, c'est le deuxième risque auquel je pensais quand je vous écoutais tout à l'heure. Et donc là, on va citer un certain nombre de solutions qui sont plus liées à la question du management, parce qu'on a parlé du recrutement inclusif, mais aujourd'hui,
On sait que l'inclusion, c'est aussi très lié à une culture d'entreprise qui est accompagnée au niveau des managers, de la direction générale, des managers de proximité qui sont en première ligne des équipes et de l'accompagnement à délivrer, on va dire, une expérience collaborateur ou collaboratrice inclusive. Et donc, il y a des outils aussi qui commencent à voir le jour et qui peuvent accompagner, encore une fois, les personnes, les professionnels, les managers et les manageuses à vraiment identifier leurs biais, à en prendre conscience et puis à aussi mener des politiques et des comportements inclusifs. Donc, on a des solutions ici qui sont européennes et qu'on va pouvoir vous présenter avec, par exemple, Unbias, qui est un outil conçu à partir d'une machine learning non supervisée et qui permet de détecter des biais dans les textes et des contenus. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour travailler vos annonces d'emploi. Il y a la possibilité, justement, avec cette solution, de débiaiser, par exemple, sur le genre, les annonces d'emploi. Il y a tout un module qui permet de dégenrer des annonces d'emploi qui sont souvent encore aujourd'hui sur des codes masculins, notamment quand on est dans des annonces d'emploi rédigées pour des missions de manager, de top manager. Tu l'as dit tout à l'heure, et tu l'as rappelé Cyril, avec les fameux biais quand on illustre voilà, un ou une CEO. Donc évidemment, les offres d'emploi, il y a aussi encore énormément de contenu et c'est pas forcément, ça s'arrête pas à dire qu'on recrute une femme ou un homme. C'est lié à tous les mots, tous les termes qui sont utilisés, par exemple, pour définir les postures attendues de leadership. Qui sont souvent basés sur des codes de leadership plus masculins, puisque à l'origine et dans les entreprises, on a encore beaucoup de managers et de top managers qui sont des hommes. Donc tout ça, c'est lié encore une fois aux données et aux façons de concevoir nos sociétés et les métiers. On a aussi AVA, qui est un outil qui fait de la synthèse vocale avec de la reconnaissance vocale pour organiser des réunions inclusives. Je sais que tu vas présenter un petit exemple après, Cyril, donc je ne vais pas m'attarder sur cet outil-là, mais il peut être aussi très utile pour développer l'inclusion dans les réunions et permettre à des personnes qui entendent moins bien aussi de contribuer pleinement. Il y a aussi à compétences égales, qui est un outil français avec un outil qui s'appelle Diversity Chat, qui est un outil conversationnel pour aider les managers au quotidien à adresser ces enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise, pour poser des questions, pour avoir des ressources, pour avoir du feedback et permettre d'adresser dans son quotidien ces enjeux de management et à travailler sa posture de manager inclusif. Et puis, avec Mixity, on a conçu et lancé avec un outil aussi qui intègre de l'IA, une solution qui s'appelle Mixity Scan, qui permet de réaliser un diagnostic individuel des compétences diversité et inclusion des recruteurs et des managers, et qui va aller évaluer le niveau de connaissance des managers, des recruteurs sur les questions de diversité et d'inclusion, sur leur capacité à comprendre la réglementation, à la connaître, à comprendre aussi les mécanismes de biais qui peuvent orienter leurs décisions, à un certain nombre de cas concrets et pratiques de mise en situation qui vont permettre d'identifier quelles sont les compétences existantes et quelles sont les compétences à renforcer, à travailler, à développer pour ensuite être accompagné par l'entreprise sur des parcours de formation, de coaching qui vont permettre d'avancer sur ces questions et d'être le plus possible outillé, équipé pour manager de façon inclusive. Donc ça, c'est des outils qui, avec l'IA, vont permettre aussi, encore une fois, d'améliorer l'approche de management inclusif dans les organisations. Cyril, si tu veux nous parler de cette super solution qui te permet de… Ouais, non, je vais faire rapide parce que je vois que le temps file et je suis très bavard. C'est juste une petite IA qui me suit partout dans les visios, voilà, les meetings, et qui enregistre à la fois la visio et me restitue dans la seconde, en quelque sorte, le résumé de la visio, les pour-actions, etc. Bon, c'est une IA pour faire des comptes rendus, mais c'est assez intéressant parce qu'elle a une autre fonctionnalité de coaching, entre guillemets, pour pouvoir vérifier ma posture, en tout cas la posture des utilisateurs,
en réunion, savoir le rythme de la voix, est-ce que on prend toute la place parce que on prend l'essentiel du temps de parole, et puis aussi si on utilise un vocabulaire considéré comme non inclusif. Alors là, je me dévoile à vous, hein, j'ai regardé sur les 6 derniers mois et j'ai été surpris moi-même de constater qu'il y a 2 termes dans 2 réunions différentes que j'ai utilisées qui ont été harponnés par l'IA comme étant non inclusifs, à savoir sexy et bullshit. Alors dans une réunion interne, j'ai dû employer le terme, mais non mais ça c'est bullshit. Bon, j'ai pas bien compris en quoi c'était non inclusif, mais voilà. Et sexy, c'est vrai que c'est un petit peu un travers que j'ai pour désigner un projet ou pour une idée qui est sexy, en aucun cas pour parler de quelqu'un. Mais voilà, ça a été repéré dans le transcript par l'IA et donc ça me l'indique et ça me permet de me corriger moi-même et de m'augmenter. C'est dans cette logique d'IA qui viennent faire des choses auxquelles on délègue un certain nombre de choses ingrates, comme par exemple prendre des comptes rendus en notes, et puis qui vient aussi vous augmenter parce que ça vous donne un aspect, non pas formation, mais des petits indices pour savoir comment vous améliorer. Il y a une question de Alice, donc ça revient sur le sujet du recrutement, mais c'est parce qu'on parlait des solutions de City, qui nous demande si on a une solution d'accompagnement pour le recrutement inclusif. Alors oui, bonne question. Alors effectivement, avec Mixity, on a nos expertises sont liées au recrutement inclusif et au management inclusif. Donc on a des solutions pour à différents niveaux pour accompagner le recrutement inclusif. Après, ça va dépendre des besoins. Est-ce que c'est pour travailler le pipe de candidats? Est-ce que c'est pour mener les entretiens? Est-ce que c'est pour revoir totalement la politique complète ou pour équiper et accompagner les recruteurs et les managers qui recrutent dans leur process et dans leur choix. Donc effectivement, on accompagne tous ces aspects-là avec différentes solutions, soit des solutions intégrées chez Mixity, soit des solutions de services intégrés via nos partenaires. On en a cité quelques-uns. On en a d'autres, bien évidemment, mais on pourra en parler plus longuement, Alice, si vous le souhaitez. Et dernier point, l'heure tourne. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot sur la productivité ou si on passe directement au troisième volet, Cyril, sur comment Oui, non, on reçoit des offres. on peut passer directement au troisième volet. Cette slide était juste intéressante parce que l'exemple porte sur un centre d'appel qui a été analysé pour voir l'augmentation de la productivité. Or, on sait qu'en matière de télémarketing, de centre d'appel, etc., il y a un gros turnover, qu'il y a une certaine, comment dire, ce sont des profils qui sont divers et variés, et pour le coup, il y a une certaine mixité et une certaine diversité également dans les postes qui sont occupés. Et en l'espèce, l'IA va aider chaque téléopérateur, chaque téléopératrice à être le plus efficace possible dans les propos à tenir vis-à-vis de la personne qu'elle a en face, en tout cas au téléphone, et également, je dirais, dans la formulation des réponses, y compris parfois pour des populations qui travaillent dans les centres d'appel, qui ne maîtrisent pas tous ou toutes très bien le français, par exemple. Et donc, voilà, les outils d'IA peuvent aussi aider à une meilleure intégration et à une meilleure employabilité de ces profils-là en venant combler peut-être certaines lacunes et tout en augmentant la productivité pour les entreprises. Donc c'est forcément un driver pour elles pour aller recruter tout type de profils quand elles savent qu'il y a la béquille IA qui derrière peut aider à standardiser là aussi le niveau de réponse, le niveau de qualité de réponse. Tout à fait. C'est une façon d'accompagner aussi les personnes effectivement à s'auto-former, à se remettre en question et à s'améliorer dans le temps. Je voulais dire un mot. Oui. Non, mais parce que juste sur le volet social, parce qu'on a beaucoup parlé des biais qui sont comportés par les concepteurs des IA et par les data qui sont utilisées, et en disant que c'était plutôt une certaine catégorie de la population qui était aux manettes, des hommes blancs, etc. Il faut pas oublier que pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles sur la base de grosses bases de données, il y a tout un pan de la population qui travaille de façon totalement invisible, qu'on appelle les click workers, et qui pour le coup sont plutôt dans les pays d'Afrique et qui doivent aller labelliser des données sur des datasets pour dire ceci est un chat, ceci est un chien, et notamment dans tout ce qui relève de la modération sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, ce n'est pas de l'IA qui fait la modération à 100%, ce sont beaucoup d'humains qui sont derrière et qui sont très mal payés et qui voient des scènes absolument horribles pour pouvoir justement les flaguer et qu'elles n'apparaissent pas
à nos yeux d'occidentaux quand on va traîner sur Facebook. Voilà, je tenais juste à le préciser parce que ça me semble important. Il y a tout un pan de cette économie que l'on ne voit pas, qui est totalement invisible et qui là aussi est absolument non inclusive, mais à l'échelle de la société, puisque on fait faire le sale boulot entre guillemets à des personnes qui sont très très loin de chez nous. Oui. Et tu fais bien de le rappeler, l'IA est aussi une affaire d'humain et de respect des droits humains qui doit aussi progresser fortement sur ces questions. Dernier volet rapidement pour conclure, peut-être en ouverture. On a parlé de l'IA dans le recrutement, de l'IA dans le management. Il y a aussi l'IA dans comment l'IA peut aider aussi à construire, à proposer des solutions et des offres qui soient les plus inclusives aussi pour tous et pour toutes. Et l'avantage et les bénéfices, tu pourras parler des risques, Cyril, également, mais l'avantage et les bénéfices de ces nouveaux outils qui nous augmentent aussi dans nos métiers, c'est de permettre la personnalisation des offres qui sont aujourd'hui proposées, avec des offres de plus en plus sur mesure, de plus en plus duplicables, qui peuvent s'adresser à différents publics avec des adaptations qui vont être possibles plus rapidement aussi grâce à l'IA et permettre justement de peut-être sortir de cette notion de globalisation. Alors moi, j'aime bien l'exemple de Netflix qui est très engagé sur la question de l'inclusion et qui vraiment en a fait finalement un enjeu et même une préférence business puisque aujourd'hui, Netflix contribue à faire découvrir des cultures différentes, à proposer des contenus qui sont à la fois des contenus de masse et qui effectivement contribuent à une globalisation, mais en même temps qui permettent de découvrir des productions qui viennent du monde entier, qui nous permettent aussi de nous ouvrir à d'autres cultures et qui peuvent aussi nous proposer, par rapport à nos goûts, nos choix individuels, de se retrouver dans des séries ou dans des contenus qui correspondent aussi à ce qu'on représente en termes de communauté. Et donc, c'est trouver ce juste équilibre entre le global et le multi-communauté qui permettent aussi de s'ouvrir de plus en plus à des offres et des services diverses. Et Cyril, si tu veux prendre la parole sur ce point. Juste pour compléter, effectivement, c'est intéressant avec cet exemple-là de rappeler que l'intelligence artificielle, puisqu'elle brasse énormément de data et qu'elle sait modéliser des comportements, modéliser des profils très très bien, c'est surtout la promesse de l'hyper-personnalisation. Donc là, on a un exemple, comme tu le rappelles, avec Netflix, il en existe plein d'autres, vous les connaissez sûrement parce que vous les vivez au quotidien. Cette hyper-personnalisation, du coup, elle permet quoi? Tu as utilisé le terme de communauté. C'est hyper intéressant parce que on n'a pas attendu l'arrivée de l'IA et même pas l'arrivée de Netflix, en tout cas dans sa version moderne, hein, puisque Netflix avant ça louait des cassettes VHS, mais pour conceptualiser sur un plan marketing, ou en tout cas constater sur un plan marketing, que les critères de ciblage marketing avaient vécu, les fameux critères sociodémographiques, et surtout la logique marketing qui présidait depuis l'ère industrielle, qui était la fameuse courbe de Gauss, vous savez, la courbe dite de la loi normale, qui est effectivement sur la slide d'après, où finalement les marketeurs et les industriels ne s'intéressaient pas aux bordures, parce que c'était soit les early adopters, soit ceux qui étaient retardataires, et donc tout le monde voulait taper dans la cloche, c'est-à-dire cette courbe de la loi normale, c'est-à-dire dans la norme, là où il y a le plus grand nombre de personnes, qu'ils soient parmi les premiers ou juste un petit peu après. Bon. Et en fait, dès le début des années 2000, un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Seth Godin, qui est un peu le pape du marketing digital, a constaté et écrit dans son bouquin qui s'appelle nous sommes tous singuliers, We are all weird, dans le titre original, donc vous voyez en 2011, il a constaté, et il explique ça très bien dans son bouquin, que cette courbe de la loi normale a tendance à s'affaisser progressivement et donc à s'élargir sur les côtés, parce qu'on ne raisonne plus comme un ensemble, on raisonne par communauté, on se retrouve, non pas dans une seule communauté, mais dans plein de communautés, mais qui sont de fait de taille beaucoup plus réduite. Et ça change, ça bouleverse considérablement le marketing depuis le début des années 2000, parce que le digital a favorisé la création et le fait de se retrouver en communauté.
de là, les réseaux sociaux, etc. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc, puisque cette courbe s'affaisse, il n'y a plus véritablement de normes. Nous sommes tous singuliers, nous pouvons tous réclamer cette singularité et la revendiquer. Et dès lors, c'est un casse-tête pour les marketeurs d'aller taper toutes les communautés de façon égale ou plus ou moins prioritaire. Et là, l'IA est intéressante, puisque l'IA générative pouvant générer énormément de contenu différents et hyper personnalisés, eh bien, ça devient un atout majeur pour les marketeurs pour pouvoir à la fois générer des contenus promotionnels et de communication qui sont hyper ciblés, mais aussi pour pouvoir mieux comprendre, mieux modéliser le comportement de chacune de ces communautés et peut-être mettre demain des produits et services totalement adaptés à chacune de ces communautés plutôt qu'un seul produit standard à la Henry Ford, qui disait lors de la révolution industrielle, avec ma Ford T, vous pouvez me demander toutes les couleurs, surtout si c'est du noir, puisque justement on était dans la standardisation de l'offre et de la mise sur le marché. Là, l'IA va peut-être permettre ça. Eh bien, merci beaucoup. Là, c'est vrai qu'on arrive sur la fin. Il y avait une Magali qui disait qu'on est peut-être dans un biais de confirmation, mais je pense qu'avec cette idée de communauté, on peut retrouver en communauté, il y a aussi des biais de confirmation, donc c'est très intéressant, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir plus développer parce qu'on arrive sur la fin. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et il y aura aussi un replay à venir prochainement. Donc, n'hésitez pas et merci à tous. Merci Sandrine, merci Cyril. Peut-être bon appétit à tout le monde aussi, parce que là, c'est le moment. Merci à vous, merci beaucoup. Évidemment, on aimerait passer plus de temps et on a plein de sujets encore. On pourra peut-être à un autre moment prévoir un temps de cette session. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à contacter Cyril aussi si vous souhaitez échanger avec lui sur les enjeux d'éthique, d'IA, de conduite du changement aussi sur ces questions, que ce soit sur le management, sur les organisations, de façon globale aussi à réécouter les différents épisodes de Trench Tech qui sont vraiment super et évidemment que j'adore. À bientôt et puis on reste en contact et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les prochains webinaires Mixity. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Cyril.